Bonjour tout le monde. Alors, on va commencer. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs d'Officine Expo de m'avoir invité à faire cette conférence. Et je vais vous parler du rôle de la leishmaniose, du rôle du pharmacien dans la prévention de la leishmaniose cutanée, ou je vais dire des leishmanioses, parce qu'il y a plusieurs entités cliniques. Le rôle du pharmacien dans la prévention des leishmanioses cutanées. Nous avons avec nous également le Dr Saad Bouhouz, qui est chef de service des maladies parasitaires au ministère de la Santé et qui est en charge de ce programme national de lutte contre les leishmanioses, qui pourra intervenir au cours de ma présentation. Donc, je vais vous rappeler un peu la leishmaniose parce que ça remonte à très loin. Vous donner les chiffres actualisés des différents aspects cliniques au Maroc. Une étude que nous avons menée à Imin Tanout, dans laquelle nous ferons demain la campagne de sensibilisation. Et puis, vous parler du programme national de lutte contre ces leishmanioses. Alors, ce sont des anthropozoonoses dues à des protozoaires flagellés, ça c'est la définition, à des protozoaires flagellés du genre Leishmania. C'est une maladie prioritaire de l'OMS, avec le sida, le paludisme et la tuberculose, maladie émergente et ou réémergente, et c'est une maladie négligée, qui fait partie des priorités de DNDi, qui est une agence au sein de l'OMS, qui s'occupe de ces maladies négligées. Elle a une transmission vectorielle par le phlébotome. Elle est endémo-épidémique ou sporadique, rurale ou urbaine, donc différentes variétés. Et c'est une maladie à déclaration obligatoire depuis 1995 au Maroc. Donc chaque cas qui est diagnostiqué, quelle que soit la structure dans laquelle il est diagnostiqué, dans un centre hospitalier universitaire ou dans un laboratoire privé ou dans un centre régional, tout le monde est obligé de la déclarer au niveau du ministère de la Santé. Il y a un formulaire à remplir et des lames à envoyer au ministère pour un contrôle éventuel. C'est un problème sanitaire, social et économique, on le verra, majeur, et qui a une incidence au Maroc de 2000 à 8000 cas annuels. Voilà un peu l'incidence de 2008 à 2017. Vous voyez tous les aspects cliniques, leishmaniose cutanée, en rouge, la forme sèche, leishmaniose cutanée majeure, la forme humide, et en vert, la leishmaniose viscérale. Donc on est entre 2000 et 8000 cas annuels qui sont diagnostiqués. Le vecteur, voilà à quoi il ressemble. C'est un petit moucheron qui est piqueur, velu, jaunâtre, bossu avec des ailes dressées en V. Et il a une période d'hivernage qui va du mois d'octobre à avril. Ça veut dire que la période d'activité du phlébotome, il va commencer à piquer à partir du mois d'avril-mai jusqu'au mois de septembre. C'est ça la période de transmission active de la pathologie. Il pique la nuit, et lorsque la température elle est supérieure à 19 degrés. Les larves, on les retrouve sur les sols humides, et les adultes, dans les recoins sombres, généralement, on les retrouve dans les fissures que nous avons dans les habitations. Ça, c'est important à connaître en matière d'éco-épidémiologie. Ça nous donne une idée sur les moyens de prévention. Dans le cadre de la lutte anti-larvaire ou anti-vectorielle, on sait quand est-ce qu'on doit intervenir et où on doit intervenir. C'est la femelle qui est hématophage et la piqûre, elle est douloureuse. Par contre, elle a un vol silencieux. Donc, si jamais vous entendez zzz, ce n'est pas ça le phlébotome. Donc, voilà, donc l'activité du phlébotome sur l'année, ça va du mois d'avril au mois d'octobre, septembre-octobre, et puis les lésions commencent à apparaître à ce moment-là jusqu'au mois de mars. C'est là où vous allez avoir toutes les déclarations au niveau du ministère de la Santé, globalement. Alors, quelle est la problématique de ces leishmanioses cutanées? L'incidence, elle est élevée. Un préjudice esthétique, fonctionnel, social et psychologique. Quand vous avez des lésions sur le visage, voilà à quoi peuvent ressembler certaines lésions, ça porte un préjudice et un drame psychosocial. Les enfants se sentent rejetés par leurs camarades, par leur famille, et ça porte un préjudice important et un problème d'esthétique. Alors la leishmaniose cutanée, elle ne tue pas, elle n'engage pas le pronostic vital, mais ce sont ces lésions qui posent problème.
La prise en charge, elle revient à un coût excessif. Le contrôle également. Le traitement, son efficacité pose énormément de questions par rapport à sa toxicité, par rapport à sa complexité. Et puis la lutte, elle est compliquée. En matière de prévention, la lutte contre la leishmaniose est très compliquée, notamment quand nous avons un cycle zoonotique, c'est-à-dire l'intervention d'un vecteur animal. Un petit mot sur l'historique. Alors nous avons les premiers foyers qui ont été détectés, c'était en 1981. C'est une pathologie assez récente au Maroc, sauf que quand elle est rentrée au Maroc, elle est rentrée avec toutes ses variantes. Donc nous avons vraiment, au Maroc, nous avons toute la panoplie, contrairement à nos voisins en Algérie, en Tunisie ou ailleurs, qui ont des entités cliniques très, très limitées. Nous avons toute la panoplie des leishmanioses. Les premières études dans le foyer de Tata et Ouarzazate, 89 premiers foyers à leishmaniose tropicale, c'est le foyer d'Azilal. Et puis en 97, il y a eu le lancement du programme national de lutte contre les leishmanioses, juste après avoir rendu la maladie à déclaration obligatoire. Et puis vous avez différents plans d'action qui sont mis en place. Alors au Maroc, nous avons 4 maladies, 3 parasites, 3 réservoirs. Voilà, nous avons la totale. La leishmaniose viscérale, la leishmania infantum, le cycle se déroule entre le chien, qui est le réservoir du parasite, le phlébotome et l'homme. Et puis pour les leishmanioses cutanées, nous avons la leishmaniose cutanée à leishmania major, qui est la forme humide ou rurale. Le cycle se déroule entre le rongeur, qui est le Merionech shawi, le phlébotome et l'homme. La leishmaniose cutanée à leishmania tropica, qui est la variante sèche urbaine, qui est une anthropoonose stricte, c'est-à-dire le réservoir du parasite et l'homme. Donc le cycle se déroule entre le phlébotome et l'homme. Et puis la dernière variante, de plus en plus fréquente, la leishmaniose cutanée à leishmania infantum. Alors on ne sait pas, le réservoir, notre hypothèse c'est le chien, parce que leishmania infantum, déjà dans la leishmaniose viscérale, c'est le chien, mais on n'a pas beaucoup d'éléments par rapport à cet aspect clinique. 2 modes de transmission, un mode anthroponautique, donc strictement humain, un mode zoonotique avec l'intervention d'un réservoir animal. Quels sont les facteurs de propagation au Maroc? D'abord, nous avons des facteurs environnementaux qui vont entraîner la prolifération du vecteur. C'est les changements climatiques, tout le monde parle de changements climatiques, mais il y a également l'arrêt de l'utilisation du DDT pour la lutte antipaludique. Donc ça, comme facteurs environnementaux. Et puis socio-économique, c'est l'urbanisation anarchique, c'est la pauvreté avec une hygiène publique défectueuse. Et nous allons voir sur certaines photos, quand vous avez des décharges publiques à l'air libre à côté des habitations, ça entraîne la pullulation du vecteur et ça entraîne la propagation de cette pathologie. Et donc ces facteurs de propagation ont entraîné une extension géographique des 3 formes. Et nous supposons qu'il y a, tant qu'on ne fait pas des études moléculaires pour identifier exactement le parasite, l'espèce elle-même, nous ne pouvons donner que des hypothèses et nous supposons qu'il y a des foyers où plus d'une espèce se transmettent. Les études moléculaires pour identifier. Maintenant, quand on dit dans un foyer nous avons leishmania tropica, on se base toujours sur les études du début des années 80 qui ont été menées par l'équipe de Riou, qui était le responsable du CNR leishmaniose à Montpellier. Voilà, donc ça c'est dans la région des Mintenut, c'est une étude qui a été menée par notre équipe, par un de mes internes. Vous voyez un peu tous les facteurs favorisant la pullulation des moustiques. Donc nous avons un programme national de lutte contre les leishmanioses, mais malgré ce programme, et Dieu seul sait combien d'efforts fournissent les personnes du ministère de la Santé pour lutter contre la leishmaniose, mais malgré ça, nous avons des obstacles liés à l'environnement. C'est la proximité de lieux de vie avec ceux d'élevage, la promiscuité des individus et l'urbanisation anarchique, les conditions favorables pour les larves de phlébotome, donc les ordures et les animaux, une mauvaise gestion des déchets ménagers et la densité des rongeurs réservoirs. À côté de ça, vous avez lié à l'environnement le comportement lui-même, avec les veillées et sommeil en extérieur, les activités agricoles, principalement celles nocturnes.
Et puis, vous avez également le climat avec des températures moyennes, l'intervention de la température moyenne des 6 mois précédents et les précipitations des 3 mois précédents. Et voilà, regardez les images. Ça, c'est tous les facteurs favorisant la pullulation et du rongeur, quand on est dans une zone où le rongeur est un réservoir, et du phlébotomes. Et tant que nous avons ça, on peut mettre en place le programme qu'on veut. Il échouera. Il faut, et donc, d'où l'intérêt d'une sensibilisation importante, mais il faut également une intervention multisectorielle. Alors, le ministère de la Santé fait son travail, mais il y a d'autres départements qui doivent également faire leur travail, notamment en matière de ramassage des ordures qui sont à l'air libre. Voilà. Regardez, une pharmacie avec du bétail qui passe à côté et qui peut transférer, il n'y a pas que la leishmaniose, mais d'autres pathologies. Voilà. Regardez. Et donc, normalement, sur ces images, il y a également les collectivités locales qui doivent intervenir. Il ne faut pas rejeter toujours la responsabilité sur le ministère de la Santé. Chacun a un rôle à jouer et les collectivités locales doivent assumer ce rôle. Voilà l'aire de répartition. Donc, ce qui est en bleu, donc le versant atlantique de l'Atlas, c'est la forme sèche ou urbaine, à Leishmania tropica, où le réservoir est l'homme, donc la forme anthroponautique. En jaune, donc le versant saharien de l'Atlas, c'est la forme humide ou la forme rurale, à Leishmania major. En mauve, vous avez le foyer au niveau du RIF et du pré-RIF, le foyer de leishmaniose viscérale, même si on voit maintenant de plus en plus des cas de leishmaniose viscérale, alors qu'on savait qu'elle était cantonnée juste au niveau, dans cette région, des cas de plus en plus diagnostiqués dans différentes régions du Maroc. Et puis la dernière, c'est la leishmaniose cutanée à leishmania infantum, qui a une répartition assez large. Donc, pour cette leishmaniose cutanée à leishmania tropica, il y a différents noms. Bouton d'Orient, bouton d'Alep, bouton de Delhi, bouton du Nil, clou de Jéricho ou clou de Biskra. Donc, la période d'incubation, elle est de 20 jours à 7 mois, elle peut aller jusqu'à 2 ans. Elle commence par une petite tache rouge ou une papule unique. Et la lésion va s'étendre en surface et s'infiltrer en profondeur. Et finalement finir par se recouvrir d'une croûte. Et quand on enlève cette croûte, on a l'impression d'avoir un volcan. Donc c'est comme le cratère d'un volcan. Elle survient dans les parties découvertes du corps, notamment le visage, essentiellement, mais il y a également les mains et les pieds qui sont touchés. La lésion, c'est une lésion globalement unique. Dans de très rares cas, on va avoir une lésion, des lésions multiples. Parce que généralement, le vecteur, le Phlebotomus sergenti, est un vecteur qui a besoin d'un seul repas sanguin et il part. Contrairement à l'Leishmania major, où le vecteur, un seul repas sanguin ne lui suffit pas. Donc il a besoin de plusieurs repas sanguins et donc à chaque fois il pique et vous avez plusieurs lésions sur le visage. Donc la leishmaniose cutanée à Leishmania tropica, c'est une seule lésion généralement. Période de transmission estivo-automnale, facteur de risque, les mauvaises conditions d'hygiène qui favorisent une densité importante du vecteur. Ça, je vais y revenir à chaque fois. Et la lésion typique, c'est une ulcération croûteuse, indolore, prurigineuse, nodule inflammatoire, jamais douloureux. Et cette leishmaniose cutanée, sa principale caractéristique, c'est quoi? C'est un polymorphisme des lésions cliniques. Voilà, une papule, un nodule, on peut avoir une ulcération et la formation d'une croûte qui est indolore et non inflammatoire. Ça, c'est le cycle épidémiologique. La forme sèche, urbaine. C'est la leishmaniose anthroponautique. Voilà. Les différents éléments qui favorisent la pullulation du vecteur. Donc, on a dit que c'est de découverte récente. Donc, on a le nombre de cas au début était très faible, et puis on a eu une augmentation régulière jusqu'en 2010 où on a atteint les 2200 cas pour se stabiliser autour de 2000 cas annuels jusqu'en 2014 de leishmaniose cutanée à Leishmania tropica. Et puis nous avons eu un pic à 3000 en 2016 et puis on est redescendu aux alentours de 2000 cas en 2017. Voilà un peu ce polymorphisme de lésions et généralement au niveau du visage. Voilà.
globalement une lésion unique. Et puis c'est ce polymorphisme des lésions que l'on peut avoir. Voilà, différents aspects qu'on peut avoir. Et là, on va voir, voilà, une papule, une plaque. Alors, elle guérit spontanément, même si on ne traite pas. Elle guérit spontanément. Mais elle va garder des séquelles et des lésions inesthétiques au niveau du visage. Une lésion nodulo-ulcérative, donc toujours c'est légèrement inflammatoire avec cette croûte, et quand on l'enlève, on a un cratère qu'on observe. La forme nodulaire, voilà, une lésion unique. Et elle pique n'importe où. On a maintenant de plus en plus cette forme sporotrichoïde qu'on voit. Moi, je suis contacté régulièrement par les collègues dermatologues de Meknes, qui avaient habituellement une lésion unique au niveau du visage et qui voient de plus en plus cette forme sporotrichoïde, c'est-à-dire plusieurs lésions qui suivent le trajet lymphatique. On ne sait pas pour quelle raison. Il va falloir faire des études moléculaires pour voir s'il n'y a pas un changement d'espèce à ce niveau-là, sachant que dans cette région, on avait la leishmaniose, la leishmania tropica. La forme lupoïde. Et là, on est dans la forme sèche à leishmania tropica qui est la plus simple. Vous allez voir les images pour la leishmaniose à leishmania major. Alors pour la major, l'incubation elle est plus courte, 10 à 45 jours. On a des lésions multiples sur le visage, mais également sur les autres parties découvertes du corps. Toujours le même aspect, papule non ulcérée, puis après ulcération. Donc je ne vais pas revenir sur l'aspect de la lésion. Le réservoir, là c'est une pathologie zoonotique. Donc le réservoir c'est un petit rongeur qui est le Meriones shawi. Le vecteur Phlebotomus papatasi et toujours la même période de transmission avec les facteurs de risque. Donc ceux qui vont permettre la pullulation du vecteur, du réservoir qui est le rongeur et les mauvaises conditions d'hygiène. Hein? Donc le versant saharien de l'Atlas, ça c'est les terriers de ce rongeur qui est le Meriones shawi qu'on doit rechercher et dans la lutte contre la pathologie, il y a également la destruction de ces terriers actifs que l'on doit faire pour faire sortir le réservoir et après le tuer en utilisant des raticides ou des rodenticides. Voilà, le biotope. Vous voyez, donc quand vous avez ces décharges publiques à l'air libre, qu'est-ce que vous pouvez attendre? Donc après, on peut prévenir, on peut traiter, on peut faire ce qu'on veut, mais ça, c'est un problème humain. Ce n'est pas un problème de l'État, c'est un problème de la population. Voilà. Le nombre de cas, donc là aussi, l'augmentation progressive, 6000 cas en 2010. Ensuite, ça a redescendu pour avoir aux alentours de 400 cas annuels. Et puis, nous avons eu une augmentation, ensuite, progressive, pour atteindre en 2017 4700 cas de leishmaniose à leishmania major. Voilà, là, nous avons plusieurs lésions sur toutes les parties découvertes du corps et des grandes lésions de 2 à 8 cm de diamètre. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle la forme humide. D'accord? Donc c'est une lésion qui est humide et qui est purulente et qui peut se surinfecter. Et des grosses lésions qui dépassent les 8 cm. Et là aussi, par rapport au diamètre de la lésion, vous allez voir que le traitement, il change. On peut donner un traitement par voie locale, mais dans ce contexte-là, on va donner un traitement par voie générale. Voilà. Ça, c'est une petite fille de 10 mois qui vit avec ses parents en France et puis qui sont revenus l'été dernier en vacances dans la région de Nador. Et voilà ce qu'elle a chopé pendant son séjour au Maroc. Une petite fille de 10 mois avec ses lésions multiples au niveau du visage. La forme érysipéloïde. Et c'est une forme qui est à la limite cutanéo-muqueuse. La forme extensive.
Donc vous voyez un peu ce polymorphisme des lésions concernant ces leishmanioses cutanées. La dernière forme, c'est la leishmaniose cutanée à leishmania infantum. Donc on n'a pas beaucoup d'éléments, elle est d'apparition récente. Le réservoir, probablement le chien. Et puis c'est une lésion unique. Là, nous avons une lésion unique au niveau de la face. Voilà. Et la cicatrisation se fait en moins de 2 mois. D'autres formes, des commissures labiales, de la lèvre. Voilà. Là, le phlébotomes a voulu l'embrasser. Voilà un peu pour ces lésions. Alors, les stratégies thérapeutiques. Nous, ce qui est recommandé au Maroc, c'est ce tableau. Après, l'OMS, elle recommande également l'abstention thérapeutique. L'abstention thérapeutique, quand vous avez une lésion unique, je vous ai dit que la lésion, elle évolue vers la guérison spontanément, en laissant une cicatrice, bien sûr, inesthétique. Donc l'abstention thérapeutique avec éventuellement des antiseptiques et une antibiothérapie pour éviter les surinfections. Sinon, si on doit traiter, on a un traitement local, un traitement général. La différence, c'est le nombre de lésions, la taille des lésions. Donc quand le nombre de lésions est moins de 5 lésions sur le corps avec un diamètre qui est inférieur à 4 cm, c'est une injection périlésionnelle. Donc juste autour de la lésion. Vous avez la dose pendant 4 semaines, bien sûr après avoir fait des soins locaux au niveau de la lésion, en utilisant de la bétadine ou l'auréomycine. La bétadine rouge ou rouge ou bleu. Ça c'est juste un petit clin d'œil à un ami que nous avons. Et puis quand le nombre de lésions est supérieur à 5 avec une taille qui est supérieure à 4 cm, là on est obligé de faire un traitement par voie générale. En injection en intramusculaire, et ce traitement par voie générale, il n'est pas dénué d'effets secondaires, une toxicité cardiaque, une toxicité rénale. La femme enceinte, ce traitement par voie générale est contre-indiqué. Voilà, donc ça c'est l'injection intralésionnelle. D'accord ? On va à 1 cm de la lésion et on injecte notre glucontime. Le traitement, c'est le glucontime. Alors, je pars sous le contrôle de Dr Souaid Bouhout. Le glucontime, il est normalement délivré par le ministère de la Santé. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a un cas qui est déclaré, l'ordonnance est préparée et le patient doit partir à la DELM pour récupérer son traitement, ou bien au niveau des centres de soins, ils ont leur dotation dans les localités où la leishmaniose sévit, mais ça ne se vend pas en officine. À côté de ça, nous avons la cryothérapie. Les dermatologues utilisent beaucoup la cryothérapie, sans passer par le traitement par le glucontime. Et puis, nous avons l'armée américaine. L'armée américaine, elle est très touchée. Les soldats qui sont stationnés en Afghanistan et en Irak souffrent beaucoup de leishmaniose cutanée, avec des lésions, eux, ils ont la forme major. Donc, des lésions énormes, de grande taille sur le visage. Et vous avez des soldats qui sont basés en zone opérationnelle, vous ne pouvez pas vous permettre de leur donner un traitement par voie générale et les hospitaliser. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? De la thermothérapie. Ça traite tout de suite un traitement à séquence de guet pendant 30 secondes, à condition que le nombre de lésions soit inférieur à 4 et le diamètre inférieur à 4 cm. Voilà. Alors on m'a proposé, les gens de DNDi, avec un médecin colonel américain, ils m'ont proposé de faire un essai thérapeutique au Maroc. Donc on va commencer à en discuter et préparer le protocole pour utiliser la thermothérapie dans ces régions où nous avons de la leishmaniose à leishmania major. Et ça donne d'excellents résultats. Voilà, avant traitement, après traitement, vous gardez toujours la cicatrice, elle est inesthétique. Mais voilà, donc ça veut dire qu'il faut, ça c'est le petit qui avait cette lésion après traitement. Là on a eu la chance de ne plus avoir la cicatrice, elle est pratiquement invisible. Donc ça veut dire qu'il faut agir en prévention, d'où le rôle de la prévention qui est le plus important avant d'arriver au traitement, puisque même avec le traitement on garde ces cicatrices inesthétiques. Voilà, donc là aussi. Donc là, ce patient a manqué au phlébotomes, donc il a embrassé longuement. Donc après traitement.
Alors, en matière de prophylaxie, on a une prophylaxie collective. Contre les réservoirs, elle est complexe. Contre le vecteur, elle est compliquée. Contre le réservoir, c'est le ramassage et destruction des ordures ménagères. C'est facile à dire, difficile à mettre en place. Destruction des terriers, l'utilisation de raticides. Et puis contre le vecteur, la lutte chimique en utilisant des insecticides en intra- et péridomiciliaire et l'utilisation de pièges lumineux. Pour la prévention individuelle, nous pouvons utiliser des moustiquaires imprégnés de dérivés périthrinoïdes, des répulsifs sur les parties découvertes la nuit et la climatisation bien sûr. Donc quand vous faites des trips au sud du côté de Ouarzazate, Rachidia, pendant la période de transmission, c'est-à-dire du mois d'avril, mai jusqu'au mois de septembre, prenez ces précautions avant de vous aventurer, sinon vous allez revenir avec une lésion. Un mot sur le programme national de lutte contre les leishmanioses. Donc le programme, l'objectif, c'est d'arrêter la transmission des leishmanioses cutanées au niveau des foyers actifs. Il y a d'autres objectifs. Éviter l'extension des leishmanioses cutanées à d'autres zones à risque par des mesures de prévention. Donc cette lutte contre les leishmanioses nécessite une collaboration intersectorielle avec le groupe d'intervention de lutte antivectorielle, le groupe GILAV. Il y a des activités de soutien, information, éducation, sensibilisation ou communication, la formation continue. Donc on est dans la formation continue et demain on fera de l'information, de l'éducation et de la sensibilisation auprès de la population. Il y a l'action contre le vecteur et contre le réservoir animal. Et puis l'action contre le parasite, c'est le dépistage et le traitement précoce des pathologies. Donc voilà les axes un peu concernant ces stratégies de lutte au Maroc. Alors concernant la lutte contre le parasite avec ce dépistage, il y a un dépistage actif et il y a un dépistage passif. Le dépistage actif, il se fait au niveau des établissements scolaires 2 fois par an durant la période qui s'étale du mois d'avril à octobre. Non, plutôt du mois d'octobre à avril, pardon. Du mois d'octobre à avril, donc au moment où les lésions vont commencer à apparaître. Et au niveau des localités, 1 fois par an au cours du premier trimestre, en faisant appel à des unités mobiles. Il y a également le dépistage passif, c'est le patient qui vient lui-même consulter en ambulatoire ou en hospitalier et elle a une couverture dans le temps, donc les patients viennent à longueur d'année. Et à côté de ça, nous avons des enquêtes épidémiologiques quand nous avons un cas sporadique qui apparaît. Donc il y a une enquête épidémiologique qui est mise en place pour la classification du cas et la recherche de cas secondaires. Voilà, donc le Haj Haddou qui a pris sa retraite, un charmant monsieur qui parle plusieurs dialectes et qui a fait énormément de campagnes de sensibilisation. Là, c'est dans un établissement scolaire. Vous voyez, les enfants retroussent leurs manches pour voir un peu au niveau de ces parties découvertes si elles ont des lésions. Parce qu'il faut savoir que quand une petite fille a des lésions, elle commence à les cacher. Parce que comme c'est des lésions qui sont inesthétiques, elle commence à les cacher pour éviter que ses camarades la rejettent ou la repoussent. Des actions de lutte contre le vecteur, c'est la surveillance entomologique avec l'identification des gîtes, le suivi des fluctuations de la densité des vecteurs dans le temps et dans l'espace. Ça permet de déterminer la période de lutte et d'orienter et évaluer les opérations de lutte. Cette lutte, elle fait appel à une action chimique, par des désinsectisations en intradomiciliaire au niveau des écuries. Il y a les techniciens qui vont faire des aspersions au niveau des fissures des habitations, parce que c'est là où l'adulte va se reposer, le phlébotome. Une action physique par l'assainissement et l'évacuation hygiénique des ordures ménagères et la promotion de l'hygiène collective. Donc nous, on va insister demain, pour ceux qui vont partir avec nous, on va insister essentiellement sur cet élément. Et puis la protection individuelle par les moustiquaires imprégnés. Voilà, la capture des phlébotomes, l'utilisation des moustiquaires. C'est les techniciens du ministère de la Santé qui font des aspersions au niveau des gîtes. Ensuite, nous avons une action de lutte contre le rongeur, c'est la surveillance mammalogique. Donc on va surveiller les terriers actifs. Ça permet de suivre la densité des rongeurs dans le temps. Et il faut promouvoir l'hygiène de l'habitat et de l'environnement avec le contrôle des décharges publiques. Soit on incinère, si on n'a pas de système de ramassage des ordures, on peut éventuellement incinérer dans les localités ou dans les régions reculées, incinérer ces ordures mais ne pas les laisser à l'air libre. Dératisation, donc en détruisant les terriers actifs, vous allez faire sortir
le rongeur. Et puis, on utilise des produits chimiques qui sont souvent le principe anticoagulant et qui va provoquer des hémorragies internes. Donc, les départements impliqués, c'est les communes, l'agriculture, la santé, puis il y a également les associations qui interviennent dans ce volet-là. Donc ça, c'est le registre des cas de leishmaniose. Je vous ai dit que c'est une maladie à déclaration obligatoire. Donc vous avez le nom de la localité, l'identité du patient, le type de dépistage actif ou passif, la date du prélèvement, le type de leishmaniose, les lésions avec siège et nombre. Tous ces éléments sont nécessaires pour le choix du traitement. La taille également, et le traitement, voie d'administration et nombre de prises, avec l'évolution du traitement. Un mot sur la situation épidémiologique, c'est une étude qui est assez ancienne, que vous pouvez trouver sur Internet. Elle a été publiée dans le International Journal of Parasitology. Donc l'objectif, c'est de rapporter les données de la surveillance épidémiologique de la leishmaniose cutanée dans la province de Chichaoua pour comprendre pourquoi cette pathologie persiste encore. Et des objectifs spécifiques, déterminer la distribution géographique, démographique et temporelle des cas notifiés, identifier les critères cliniques associés aux différentes formes et mesurer l'efficacité du traitement anti-leishmanien. Donc, c'est une étude rétrospective d'investigation épidémiologique qui s'est déroulée sur une période de 4 ans, de 2009 à 2012, en collaboration avec le laboratoire de parasitologie, l'unité provinciale de lutte contre les maladies parasitaires, avec le centre de santé de la province concernée et le service des maladies parasitaires au niveau de la direction de l'épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé. Voilà, la ville d'Iminsanut, c'est l'une des plus grandes communes de la province de Chichaoua. Il se trouve à 120 km de Marrakech. Voilà. Une superficie de 21 km², 23 920 habitants, avec un climat semi-aride. Les critères d'inclusion, ce sont les patients atteints de leishmaniose cutanée et déclarés dans les différents centres, avec des signes cliniques évoquateurs et un diagnostic parasitologique confirmé. Et puis nous avons fait une analyse statistique sur SPSS. Voilà la définition opérationnelle, c'est mon ami Dr Saad Bouhouz qui me l'a donné. La définition des cas que nous avons utilisés. Un cas clinique ou probable, c'est l'apparition d'une ou plusieurs lésions sur les parties découvertes du corps, évoluant de plus de 2 semaines d'une forme nodulaire vers une ulcération non douloureuse sans confirmation parasitologique. Ces définitions de cas sont importantes. Nous, ce qu'on veut, le message qu'on veut faire passer auprès des pharmaciens. Le ministère, il fait son travail. Les pharmaciens sont impliqués, ils sont en contact permanent avec la population. Et dans les régions ou dans les localités où nous avons la leishmaniose, le pharmacien peut jouer un rôle très très important parce qu'on ne va pas attendre les 2 fois par an où le dépistage se fait, où le dépistage se fait par le ministère de la Santé, vous allez le faire au quotidien. Et la définition des cas, elle est importante parce que généralement, quand on a une lésion cutanée dans une région endémique, en leishmaniose, le patient, qu'est-ce qu'il prend de lui-même ou sur automédication? Il va prendre un antibiotique ou une pommade antibiotique. Si la lésion, elle résiste au traitement antibiotique pendant 2 semaines, avec une évolution de la lésion de la forme de papule à une lésion ulcéro-croûteuse, il faut l'adresser au centre de santé immédiatement pour que le diagnostic soit fait. Donc la définition des cas, elle est importante pour le pharmacien dans le cas où il va intervenir en matière de prévention. Un cas confirmé, c'est la présence de signes cliniques suscité avec confirmation parasitologique. Un cas guéri, c'est une cicatrisation totale avant 45 jours de traitement. Un cas rechuté, c'est la réapparition d'un nodule ou une ulcération après guérison. Échec thérapeutique, augmentation de la taille du nodule ou ulcération après 14 jours de traitement ou manque de cicatrisation après 45 jours. Voilà un peu les définitions opérationnelles d'un cas de leishmaniose cutanée. Pour les données que nous avons recueillies au niveau d'Iminsanut, donc 1968 prélèvements, 47% de positifs, 923 cas, un sexe ratio après dominance féminine, légèrement, l'âge moyen 21 ans avec des extrêmes allant de 1 à 86 ans. On a une transmission précoce, donc 34% des cas ont été dépistés en hiver. 16% ont été dépistés de façon active et 83% reposaient sur un dépistage passif, c'est-à-dire c'est des patients qui sont partis consulter au niveau du centre de santé. 32% des lésions sont situées au niveau du visage, mais on a également les membres supérieurs, les membres inférieurs ou les associations.
54% des patients avaient une lésion unique. Mais nous avons également 45% avaient plus de lésions et 44 patients avaient plus de 6 lésions. Plusieurs lésions sur ces parties découvertes. Et puis 97% avaient un diamètre inférieur à 4 cm. Donc globalement, sur ce tableau, on sait que la majorité des patients vont être traités par un traitement par voie intralésionnelle. Diamètre inférieur à 4 cm, donc de lésions inférieures à 5. Voilà, donc le traitement local, 86%, 14% avaient besoin d'un traitement par voie générale. Nombre de prises, 87% ont suivi leur cure complète, d'accord. Et puis pour l'évolution, 67% étaient guéris, 5% de rechute et 19% de perte de vue. Donc quel est l'aspect de la leishmaniose cutanée à c'est la leishmaniose cutanée anthroponotique à leishmania tropica. 54% avaient des lésions uniques et puis il y a une différence fortement significative du nombre de lésions entre la leishmaniose cutanée à leishmania tropica et la leishmaniose cutanée à leishmania major où vous avez plusieurs lésions. Dans notre étude, le visage constituait le site préférentiel. Ça rejoint un peu les données de la littérature, alors que la leishmaniose à leishmania major se localise préférentiellement au niveau des membres supérieurs et inférieurs. Et je vais finir par la place des bandes dessinées. Sanofi, en partenariat avec l'Institut Pasteur de Tunis et l'Institut Pasteur Alger, ont fait une bande dessinée. Nous sommes en train de réfléchir à faire la même chose pour le Maroc. Donc je fais appel à des bonnes volontés, ceux qui font des dessins, il y a des gens qui aiment faire les dessins dans le cadre de bande dessinée. S'il y a des personnes qui peuvent nous aider ou si vous connaissez dans votre entourage des personnes qui peuvent nous aider, nous sommes demandeurs. Donc je vais vous rapporter l'expérience pilote qui a été menée en Tunisie. Mais juste avant, voilà, les bandes dessinées, dans les messages, quand vous voulez faire passer un message de prévention, les bandes dessinées représentent un outil très, très, très important. Alors ça touche les enfants, mais même les adultes, quand on a des bandes dessinées bien faites, même les adultes se prennent au jeu de ces bandes dessinées. Et là, je rapporte 2 études sur une bande dessinée sur la prévention des brûlures qui a permis l'amélioration des connaissances des enfants âgés de 5 à 7 ans aux États-Unis, qui est passé de 67% à 81%, et en Inde de 66% à 99%. Ça, c'est dans la prévention des brûlures. Dans les épilepsies, l'utilisation d'une bande dessinée qui a été utilisée chez des lycéens de 16 à 20 ans. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont noté? Une connaissance correcte augmentée de 130%, des attitudes positives augmentées de 50% et des pratiques correctes augmentées de 50% pour la prise en charge ou la prévention de ces crises d'épilepsie. Et donc ça, c'est l'expérience tunisienne. Le secret de Yamina. Alors Yamina, c'est un personnage connu en Tunisie. Et donc ils ont fait une bande dessinée en français et en arabe. Et vous pouvez les distribuer. Je les ai, vous pouvez les garder chez vous. J'en ai ramené, j'espère qu'il y en aura pour tout le monde. Oui, il y a quelqu'un qui va les... D'accord. Alors j'avais demandé à Sanofi de m'envoyer un nouveau paquet en arabe pour demain. Malheureusement, ils se sont trompés, ils ne m'ont envoyé que la version française, qui ne va pas servir à grand-chose. Mais voilà, le secret de Yamina. Donc alors c'est mon ami Karim Aoun, qui est plus qu'un frère pour moi, qui était directeur général, qui est parasitologue et qui était directeur général de la santé en Tunisie. Il a fait son mandat, la politique l'a tué, il est reparti à la parasitologie. Donc, mais j'ai une photo avec lui dans son bureau au ministère, parce que c'était le numéro 2 du ministère de la Santé. J'ai gardé cette photo pour la postérité. Et c'est un mordu de foot comme moi. Donc voilà, ils ont préparé le projet avec l'Institut Pasteur d'Alger, avec Zoubir Harat et avec Sanofi Aventis. La conception, le choix des personnages, ils ont monté la bande dessinée.
le texte en français puis en arabe, ils l'ont validé, ils l'ont distribué. Ils ont fait une étape de préévaluation. Cette étape de préévaluation, voilà, donc l'objectif, on va voir l'étape l'objectif c'est d'améliorer les connaissances, la transmission, la prise en charge et la prévention, encourager la fréquentation des centres de soins, promouvoir la désinfection, réduire la stigmatisation et la discrimination. Tout ça, c'est pour réduire les délais de diagnostic et faire baisser l'incidence. Donc, ils ont fait une préévaluation en juin 2015. Ils ont distribué la bande dessinée, mais également un questionnaire avec un certain nombre d'items pour voir si la bande dessinée est facile à lire, compréhensible, est-ce qu'elle est acceptée, est-ce qu'elle est appréciée, est-ce qu'elle a permis l'amélioration des connaissances, parce que dans le questionnaire, il y avait également des connaissances avant et après la lecture de la bande dessinée sur les connaissances en matière de leishmaniose. 58 élèves d'une école primaire. Voilà les résultats sur la bande dessinée. Est-ce qu'elle a paru facile à lire? Donc 77% ont répondu oui. Est-ce que l'histoire a plu? 75% ou même 99% ont dit oui. Et puis, on est passé, en matière de connaissances sur la leishmaniose, on est passé de 47% avant la lecture de la bande dessinée à 87% après la lecture de la bande dessinée. Et cette différence était significative. Ça veut dire que la bande dessinée, elle est adaptée à ce public et elle a permis une amélioration nette des connaissances en matière de prévention. Voilà un peu et nous, ce que nous voulons faire, c'est établir une bande dessinée avec les gens du ministère, avec Sanofi qui nous a promis de faire la même chose. C'est eux qui nous ont relancé lors du congrès que j'avais organisé en février dernier. Et on va essayer de faire ça et de les distribuer. Le ministère de la Santé distribue des dépliants. Donc il y a énormément de choses qui sont faites. Voilà, des dépliants en français et en arabe, avec l'explication, des photos, voilà, avec l'explication de la pathologie. Mais nous, on veut faire joindre l'utile à l'agréable, des bandes dessinées. Donc Yamina, c'est une petite, donc la bande dessinée, elle raconte l'histoire d'une petite qui avait une lésion, une cicatrice plutôt, au niveau du visage. Et à la rentrée scolaire, ses camarades l'ont rejeté, ne voulaient pas lui parler. Et dans la classe, il y avait un petit garçon qui est parti au sud de la Tunisie passer ses vacances chez sa grand-mère. Il a été piqué par le phlébotome, il avait des lésions au niveau des membres inférieurs, mais quand il a vu que sa camarade de classe était rejetée par la population, lui, il a caché ses lésions. Et donc c'est au décours d'une séance de sensibilisation, parce que l'infirmière devait faire une visite médicale au milieu de l'année scolaire, que la petite fille a commencé à parler de sa lésion. Et ses camarades étaient étonnés parce qu'ils croyaient que ça se transmettait, qu'elle était contagieuse, plein de fausses idées sur la leishmaniose. Et il leur a expliqué la petite fille. Et c'est comme ça que le petit garçon a pu s'ouvrir également à sa maîtresse et lui montrer les lésions au niveau du pied. Voilà un peu l'histoire, le secret de Yamina. Donc, quelles sont les conditions pour réunir un bon contrôle de la leishmaniose cutanée? 1. Une très bonne connaissance de l'épidémiologie locale. Ça, c'est du recours du ministère de la Santé, mais également de toutes les équipes de parasitologie à l'échelle nationale qui travaillent sur cette pathologie. Une adhésion des autorités, avec la sensibilisation des décideurs. Le ministère de la Santé, il est très sensibilisé. Après, il faut les autres départements qui soient impliqués en matière de prévention. Un plan stratégique intégré et multidisciplinaire, un plan d'action pérenne, réglementé et budgétisé, une conformité aux actualités scientifiques et aux règles éthiques. Nous aussi, quand on va lancer le traitement, par exemple la thermothérapie, on sera obligé de passer par un comité d'éthique pour pouvoir valider notre étude. Participation de la population au programme et aux actions, faire participer la population, c'est ce que nous ferons demain. Et l'information des populations et des différents intervenants par l'éducation sanitaire sur le sujet, au niveau des écoles, des centres de soins, le porte-à-porte, des bandes dessinées et des affiches de films. Voilà un peu l'objectif. Donc nous, ce qu'on veut, demain, pour ceux qui sont intéressés, on va faire passer une liste. Pour ceux qui veulent partir avec nous, le départ se fera
à 9 h. À partir il y a un quart qui est à notre disposition. Ceux qui veulent s'inscrire, ils mettent leur nom sur la liste. Il y a un quart qui va partir de 9 h de l'hôtel Atlas Médina. On commencera notre action vers 11 h. Les autorités locales, le gouverneur, il est déjà au courant. Le délégué, le directeur provincial, il est au courant. D'autant plus que c'est un ancien de mes étudiants, je ne me rappelais plus de lui. Il a fait sa thèse avec moi en 2008. Donc il est heureux de nous recevoir. On va être dans la municipalité, dans une salle. On va faire de la sensibilisation. Il y aura avec nous un artiste qui a l'habitude de travailler avec Pizzorno. Pizzorno, c'est la société de ramassage des ordures à Casablanca. Et lui, il a l'habitude de faire des sketchs. C'est un humoriste qui fait des sketchs, qui fait le clown, pour sensibiliser la population par rapport au ramassage des ordures. Donc il va partir avec nous. Il a déjà créé des chansons sur la leishmaniose. Il m'a épaté parce qu'il m'a fait des morceaux. Il ne connaissait pas avant la leishmaniose. On lui a donné la bande dessinée. Il s'est imprégné. Il a cherché sur Internet. Et puis il est venu. Il m'a fait cette chanson devant moi. Je vous jure, elle est extraordinaire. En plus, elle est très rigolote. Donc on va faire de la sensibilisation. Il y a un déjeuner qui est prévu sur place qui sera offert par le gouverneur. Et puis on va visiter un peu le centre, plutôt le circuit de soins du patient. Donc on va partir vers l'hôpital, et puis discuter avec la population pour un retour aux alentours de 15 h, 15 h 30. Voilà un peu le programme de la journée. Donc ceux qui sont intéressés, j'espère que vous serez nombreux. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenus. Voilà. Tu veux intervenir sur ça ? D'accord. Donc je suis là pour les questions, si vous avez des questions à nous poser. Et je vous remercie. Voilà, il nous reste à peu près 10